Et nous allons, avant d'écouter le premier secrétaire, accueillir à cette tribune un homme avec lequel nous dialoguons très régulièrement. J'appelle le porte-parole du Pacte du pouvoir de vivre, qui est délégué général aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la Fondation pour le logement des défavorisés. J'appelle à la tribune Christophe Robert. Quelle ambiance! Merci à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation faite au Pacte du pouvoir de vivre dont je suis aujourd'hui l'un des porte-paroles. Alors, 2 mots rapides sur le pacte. C'est une alliance inédite, créée il y a 6 ans dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes et du grand débat national lancé par le président de la République à un moment où le gouvernement et le président de la République avaient quelque peu tendance à enjamber les corps intermédiaires. Le pacte y rassemble 65 organisations de la société civile, associations, fondations, syndicats, mutuelles, qui portent collectivement un projet de société écologique, sociale et démocratique. Un projet de société que les organisations font vivre concrètement dans leur mission quotidienne autour des enjeux de santé, de logement, de travail, d'alimentation, de mobilité, d'écologie. Mais qu'elles souhaitent aussi faire partager au plus grand nombre en participant au débat public, en s'adressant à l'exécutif, aux parlementaires et aux responsables politiques locaux et nationaux. Les constats et analyses du pacte à propos de la situation sociale et politique du pays, vous les connaissez. Des crises qui se superposent et s'alimentent les unes par rapport aux autres. Crise sociale, écologique, économique, crise démocratique, auxquelles s'ajoute un contexte géopolitique très préoccupant. Mais ce qui nous frappe le plus dans cette période, c'est l'accélération de ces différentes crises et le sentiment de tournis, parfois de sidération que cela provoque chez beaucoup, avec le risque, il faut le dire, de voir grandir le pessimisme, le sentiment d'impuissance, voire de paralysie. Alors, face à ces réalités, comment se positionne le pacte aujourd'hui? Les organisations qu'il compose pourraient rester chacune dans leur coin, à continuer à mener leur mission, ce qui déjà est utile en soi, vu la multitude des réponses qu'elles apportent concrètement à nos concitoyens sur l'ensemble des territoires. Mais elles ont décidé, ces organisations, de ne pas en rester là, de se retrousser les manches pour faire vivre le projet de société et le défendre collectivement. C'est l'objet des 2 jours de forum que nous venons d'organiser à Nantes, hier et avant-hier, en collaboration avec Pierre Rosanvallon et la République des idées, avec un titre évocateur: reprendre le pouvoir sur nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence à agir et parce que nous refusons de laisser la situation en l'état, malgré les vents contraires sur le plan du soutien aux plus fragiles et de la lutte contre les inégalités, malgré les vents contraires et les reculs sur le plan des défis écologiques, malgré le peu d'écoute de l'exécutif, malgré la fatigue démocratique et la montée des idées d'extrême droite. Le pacte veut contribuer à sortir du brouhaha médiatique ambiant, des petites phrases, des invectives, de la polarisation excessive des débats et de la mise à l'index permanente de boucs émissaires. Il veut contribuer à sortir des seules lectures idéologiques qui non seulement ne permettent pas de bien poser les débats et traiter les sujets, mais aussi, au final, salissent la démocratie et éloignent les citoyens de la question publique. Il veut aussi sortir de l'invisibilité les difficultés sociales, les inquiétudes et les souffrances que subissent trop de nos concitoyens et contribuer à leur redonner voix au chapitre. Son ambition est aussi de montrer la force du collectif et que nous sommes plus nombreux que le laisse penser l'écume du débat public à vouloir emprunter des chemins plus vertueux sur le plan social, écologique et pour faire vivre concrètement la fraternité. Nous sommes aussi convaincus que l'on ne répondra pas aux défis sociaux et écologiques sans embarquer une large part de la société. Car on ne change pas la société depuis le perron de l'Élysée ou de Matignon ou tel ministère. Et nous voulons nous engager à faire vivre concrètement et sur tout le territoire ces nécessaires transformations. Alors évidemment, ce n'est pas facile. On sait que le chemin est étroit et semé d'embûches. Mais c'est dans cet esprit que nous voulons nous mobiliser dans les mois à venir. D'abord, pour essayer de nous rendre le plus utile possible pendant le temps qu'il reste de ce quinquennat, en mettant en priorité les sujets qui ne peuvent attendre. Je pense à la situation des personnes en grande exclusion, aux personnes sans domicile à qui il nous faut apporter des réponses immédiates.
C'est aussi la nécessité de veiller à ce que des apprentis sorciers ne fragilisent pas encore davantage les piliers majeurs de la protection sociale bâtis au fil des décennies. Je pense aux coupes budgétaires sur les bailleurs sociaux et les APL, 4 milliards d'euros par an, qui ont conduit à l'effondrement de la production de logements sociaux, à la baisse d'efficacité des APL, mais aussi aux baisses et de la durée et du montant d'indemnisation de l'assurance chômage, à la réforme des retraites, à la loi immigration, à la réforme en cours du RSA qui nous inquiète profondément. Veillez aussi à ne pas reculer, ou plutôt reculer le moins possible sur les avancées obtenues de longues luttes et de hautes luttes ces dernières années en matière écologique. Je fais référence aux attaques de ces derniers mois sur le ZAN, sur les ZFE, sur la rénovation thermique des logements dont nous avons tant besoin. L'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est la question du politique. Pourquoi le pacte a répondu positivement à votre invitation aujourd'hui? Parce que nous sommes convaincus que sans politique, rien ne sera possible. Et que la défiance croissante à l'égard du monde politique aboutit à un rejet de l'action politique et mène au renoncement de l'action publique. Car la société s'empêche d'agir sur elle-même, alors que nous avons un besoin immense de politique publique pour relever les défis qui sont devant nous. C'est vrai en matière de transition écologique, dans la mesure où sans normes et sans accompagnement par la puissance publique, rien ne sera possible. C'est vrai de la régulation des marchés dans les domaines essentiels de la vie quotidienne, des régulations face aux mutations technologiques, de l'ubérisation du travail sur lesquelles nous avons d'immenses chantiers à mener, ou encore de la fiscalité et du budget. Ce sont les seuls à même d'inverser le creusement de la dette, le creusement des inégalités et de permettre au pays de déployer des politiques publiques, sociales et écologiques ambitieuses, en faisant contribuer chacun à sa juste mesure, les entreprises comme les ménages. Nous avons aussi besoin de politiques pour mettre en place des dispositifs capables de répondre aux besoins de première nécessité de nos concitoyens. Je prends juste l'exemple de l'encadrement des loyers dont nous avons tiré collectivement, avec les collectivités locales engagées dans cette démarche, un bilan très positif en milieu de semaine à la mairie de Paris. L'encadrement des loyers, ça marche et ça conduit à une modération réelle des loyers. À Paris, c'est moins 5,2% et ça génère une économie de 1 000 € par an pour les locataires. À Lyon, Lille, Villeurbanne, Bordeaux, Montpellier, où le dispositif a également été mis en place, l'effet de modération des loyers, c'est moins 4,4%. Et ça montre aussi que l'impact se renforce avec le temps. L'encadrement des loyers, c'est un dispositif peu coûteux, qui a un impact structurel, tout en ayant des effets tangibles pour les habitants. Et ce dernier point est important, parce que nos concitoyens, ils attendent une action publique protectrice, là où se posent leurs inquiétudes du quotidien. Nous sommes convaincus que c'est en agissant avec ce type de levier que l'on pourra répondre aux inquiétudes, mais aussi que l'on pourra redonner confiance aux institutions et à l'action publique. Une autre question se pose aujourd'hui. Quel est le rôle de la société civile et quel peut être son rapport aux politiques? Le terme qui me semble le plus adapté pour illustrer comment nous voyons les choses, c'est celui de complémentarité. Complémentarité parce que même si le pacte n'est pas un parti et ne soutient pas de candidats aux élections, il a un rôle à jouer dans le débat public. Prenons l'exemple de l'épisode des législatives après la dissolution de l'Assemblée nationale. Les partis politiques se sont fortement mobilisés tout au long de ces semaines difficiles, mais le pacte aussi, et plus largement la société civile, pour appeler à faire barrage aux idées d'extrême droite. Nous l'avons fait en commençant par reconnaître les inquiétudes de beaucoup de nos concitoyens, par peur du déclassement, mais aussi leur colère. Et considérant que la condamnation morale de l'extrême droite ne suffit pas face à ces réalités, nous avons choisi de montrer que l'extrême droite n'avait pas changé, qu'elle n'était pas la solution aux difficultés sociales et écologiques, que par ses votes, elle s'était opposée à la loi SRU, aux avancées écologiques, que sa conception de la préférence nationale porte atteinte à la dignité humaine, que sa volonté de mettre en cause l'AME conduirait à de graves conséquences sanitaires. C'est en expliquant le fond des choses, je crois, que nous sommes parvenus à dissuader certains électeurs qui étaient tentés par ce qu'ils n'avaient pas encore essayé. Mais je pense aussi que c'est parce que nous avons eu un discours complémentaire avec le politique, que nous avons eu une certaine portée. Enfin, je voudrais vous dire un dernier mot. Je vous disais tout à l'heure que nous savons que le chemin pour sortir de nos ornières est étroit et semé d'embûches. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il nous faut nous poser pour s'écouter, échanger, confronter les idées, débattre des voies et moyens pour en sortir.
Parce que ces voies et moyens, pour beaucoup, restent encore à inventer, à construire, puis à faire vivre. Et que cela impose un travail important, car les choses évoluent vite sur le front international, sur le plan économique, sur celui des nouvelles technologies. Parce que les défis sont de plus en plus complexes et interdépendants. Parce que les vents mauvais du populisme gagnent toujours plus de terrain, portés par un rouleau compresseur médiatique, dopé par les pourvoyeurs de division et de désordre qui y consacrent des investissements colossaux. Au pacte, nous n'avons évidemment pas toutes les solutions face à ces immenses défis, loin s'en faut. Mais nous pensons qu'il faut travailler davantage collectivement à la compréhension de là où en sont nos concitoyens, leurs envies, leurs craintes, travailler collectivement à définir ce qui nous unit, ce qui contribue aujourd'hui à faire société, travailler à la manière de définir les chemins empruntés pour répondre aux immenses défis auxquels nous sommes confrontés. C'est ce travail, je crois, qui devrait nous permettre d'affiner notre compréhension du monde et d'être en capacité d'offrir de nouvelles perspectives et un projet de société plus vertueux, capable d'embarquer une part importante de la population. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher. Je vous remercie pour votre attention.